Il était bien mon clap. Il était bien mon clap. Il y a plusieurs livres comme ça que j'adore et que j'aurais adoré adapter. Il y en a un que j'adore vraiment beaucoup, ça s'appelle Ubik de Philippe Cadic, que ne serait-ce que pour le défi, parce que quand on le lit, c'est un livre qui excite l'imagination, mais dans presque ses illogismes en fait. C'est un univers comme ça qui se construit, qui se déconstruit, donc on se dit en bande dessinée comment je pourrais faire ça, et en même temps c'est peut-être justement le médium parfait qui m'avait vachement marqué dans la thématique justement d'un personnage comme ça qui voit sa vie passer en attendant quelque chose, et ce quelque chose n'arrive jamais, et c'était une histoire que je trouvais tellement forte que j'ai toujours rêvé de l'adapter. La première fois que j'ai eu une espèce de remise en question ou un gros choc de lecture, c'était en découvrant les livres de l'association. Et notamment, ils faisaient une collection qui s'appelait Pattes de mouche. Et c'était, je me rappelle d'une BD de Trondheim, je crois qu'il s'appelle Diablotus. C'était une toute petite BD muette avec un petit diablotin comme ça qui arrive des blagues, et c'était assez marrant. Et j'avais lu ça, et pour moi, j'avais 19 ans et j'étais là genre ah mais la BD c'est beaucoup plus que ça, et on peut pas appeler ça un album parce que c'est tout petit tout ça, mais c'était les prémices de ce qu'eux appelaient l'Oubapo, l'ouvreur de BD potentiel, enfin de bande dessinée potentielle, donc des espèces de BD expérimentales, et du coup voilà, c'était tout le travail qu'il y avait à l'association, et notamment ces petits albums et le travail de Lewis Trondheim. C'était, je pense, Boule et Bill, parce que déjà j'ai voulu faire la BD très jeune, et c'était les premiers personnages que je commençais à recopier, et pendant très longtemps je dessinais un personnage qui était une sorte de copie conforme de Boule. Je le modifiais pour pas faire genre c'était Boule, mais c'était moi quoi. C'est pas très très original, mais je pense que ça va être Astérix. Enfin, que j'ai beau les reprendre aujourd'hui, j'arrive pas à trouver de défauts, et puis ça reste. Je réalise en fait à chaque fois qu'il y a des fois il y a des répliques que je mets dans des BD ou que je ressors même dans des films, et je me dis mais ça vient de quelque part, ça je suis en train de plagier, puis en fait je réalise que c'était dans Astérix ou des trucs comme ça, et ça m'a tellement marqué, et c'est tellement un univers qui est drôle et pédagogique et fort, et tout ce que j'aime en fait dans la bande dessinée, que je crois que ça restera mon chef-d'œuvre ultime pendant toute ma vie. Mais de manière générale, en fait, tout le travail de Goscinny, je crois que ça reste les BD cultes de ma vie, quoi. En fait, il y en avait tellement que le plus, j'ai du mal à mettre un ordre de hiérarchie, mais je pense que Ranma 1,5, ça a été un des trucs qui m'a vraiment fait le plus rire au monde, quoi. Et là, ça ressort, et je suis tellement content que ça ressorte, parce que je les lis tous un par un, et je réalise à quel point ça n'a pas vieilli, et que c'est un humour parfait. Les blagues, elles tombent juste, elles sont surprenantes. L'auteur a eu beau faire je ne sais combien d'épisodes, elle arrive à se renouveler à chaque fois, et à pas refaire la même blague à chaque fois, et je trouve que c'est génial, quoi. Ça me fait rire à chaque fois. C'est une série d'albums, c'est Nausicaa en fait de Miyazaki, qui raconte l'histoire d'une jeune fille, une princesse comme ça, qui vit dans un monde complètement pollué avec des insectes géants, tout ça. Et c'était la première fois que je découvrais Miyazaki, je connaissais pas. Et c'était pareil, ça a été une espèce de... Ok, en bande dessinée, on peut aussi faire ça, on peut raconter des histoires avec un univers grandiose, avec comme ça une espèce de force d'imagination qui dépassait tout ce que j'avais pu voir jusqu'à maintenant. Et puis c'était beau, et puis c'était plein d'émotions, et c'était... Du coup, vraiment, à chaque fois que je refermais un des tomes, je me précipitais sur l'autre, et c'était une espèce de saga, une des plus grandes sagas que j'ai pu découvrir en bande dessinée. Un autre album qui m'a fait beaucoup rêver d'une certaine manière, c'est Vitesse Moderne de Blutch, qui est dans un style complètement différent. On a l'impression qu'on lit un rêve à proprement parler, quoi. Il n'y a pas de sens vraiment, et ça marche extrêmement bien. C'est une jeune femme comme ça qui se balade dans une ville où tout à coup il y a une inondation parce qu'il y a trop de pluie, mais en fait elle trouve ça tout à fait normal, et puis elle sort par la fenêtre, elle prend une barque, et elle rencontre son père ou je ne sais qui, enfin elle voit un chorégraphe à moitié fou, et tout est comme ça. Il y a un côté lynchien dans l'album qui faisait qu'on a vraiment l'impression de retrouver la sensation du rêve en lisant cette bande dessinée que j'ai beaucoup apprécié, quoi. Alors il y en a une qui m'a vraiment touché, c'est une scène en particulier, en fait c'est pas forcément la bande dessinée de manière générale, à chaque fois c'est une scène de toute manière, et dans Persepolis il y a un passage comme ça qui est très très fort où Marjane Satrapi donc raconte sa vie qu'elle a passée en Iran, et comment elle a dû quitter sa famille parce que le régime était trop dur, et qu'elle est venue vivre en Allemagne. Et en fait, il y a un passage comme ça où elle est à l'aéroport, et elle est en train de marcher, et elle dit au revoir à sa famille qui est toute souriante. Et elle se retourne comme ça, et puis en fait quand on tourne la page, elle dit j'aurais jamais dû me retourner, parce que quand elle se retourne on voit que ses parents sont évanouis, enfin que sa mère s'est évanouie. Et quand j'ai lu ça, j'avais les larmes aux yeux, enfin c'était la première fois que ça m'arrivait, et ça m'avait beaucoup marqué.
Et si je peux me permettre, il y avait une autre bande dessinée, mais alors là c'est un peu ridicule, mais j'en parle quand même parce que c'est toujours touchant. Mais ça m'a beaucoup surpris parce que ça m'a pris de court, c'était en lisant La jeunesse de Oncle Picsou, fait par Don Rosa. Je sais c'est un peu ridicule, mais c'est juste parce que justement je lisais ça en rigolant, enfin en me disant ouais, ce truc de jeunesse je le lisais quand j'étais petit. Et puis il y a un épisode où Picsou il apprend que ses parents sont morts en fait d'une manière très brutale en fait, et moi je sais qu'en lisant ça je m'étais mis à pleurer, et ma copine se foutait de moi parce qu'elle me voyait pleurer en lisant Picsou, et du coup je me disais mais non mais je te jure regarde c'est affreux ce qui lui arrive, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ces albums justement Don Picsou fait par Don Rosa, c'est qu'il y a une espèce de puissance émotionnelle qui est complètement surprenante parce qu'on s'attend pas à voir ça dans Picsou, et pourtant qui a une force qui en tout cas est très efficace sur moi. Je sais pas sur les autres mais moi ça m'a beaucoup touché. Il y a une bande dessinée qui s'appelle Helen Keller et Anne Sullivan, ou Anne Sullivan et Helen Keller, je me rappelle plus de l'ordre, mais que j'ai lu et j'ai trouvé ça tellement fabuleux. C'est tous les thématiques que j'aime. C'est un auteur qui m'a permis de découvrir cette femme, donc Helen Keller, qui était une enfant qui est née aveugle et sourde. Elle pouvait pas communiquer avec les gens parce qu'on trouvait pas le moyen de lui parler. Elle pouvait pas voir, elle pouvait pas entendre, donc on savait pas comment entrer en communication avec elle. Et donc Anne Sullivan, qui était une femme malvoyante, je crois, mais pas aveugle complètement, qui est venue la rencontrer pour essayer de rentrer en communication avec elle. Et c'est un album qui justement parle de ça, qui se met du point de vue de la petite fille, du coup qui commence à comprendre le langage en se faisant toucher, mais qui a du mal à comprendre, donc qui reste très sauvage parce qu'elle comprend pas ce qui se passe. Et c'est vraiment comment faire naître le langage, expliqué d'une manière super forte, et le dessin prend son sens, où vraiment il explique une thématique très compliquée par le dessin, et c'est ultra efficace. Et je vais pas dire que je suis jaloux, mais c'est un album que j'aurais presque aimé faire moi-même. J'aurais adoré faire avoir atteindre ce niveau de qualité en écrivant une bande dessinée, quoi. Je pense qu'en tout cas c'est le qui est arrivé au top de mes lectures, c'est en prenant en compte toute ma vie, hein, donc à partir de mes 7-8 ans, quoi, c'est Panade à Champignac de Spirou et Fantasio, où en fait c'est un des derniers albums de Franquin, où il y a deux histoires. Il y a une histoire où il y a Champignac qui récupère Zorglub, le grand méchant, qui en le déparalysant parce qu'il s'est passé des trucs avant, en fait il lui remet, Zorglub se réveille comme un bébé, et du coup Champignac doit s'occuper de Zorglub qui est redevenu bébé, quoi, donc qui fait dans ses couches et tout ça. La deuxième partie de l'album, qui est une autre histoire qui s'appelle Bravo les Brothers, où on retrouve Gaston, Spirou et Fantasio ensemble, et c'est Franquin à son apogée pour moi, en tout cas dans l'humour, parce que c'est tellement drôle, c'est tellement idiot, tout le monde est idiot, mais c'est touchant, c'est drôle, il y a plein de blagues, on retrouve tous les personnages de Gaston mélangés à Spirou, il y a un truc que vraiment j'adore dans cet album, et qui me fait vraiment beaucoup rire à chaque fois que je le relis, et que je relis à chaque fois comme une espèce de doudou, en fait, que je retrouve quand je me sens pas bien. Je me dis allez, on y retourne, ça fait du bien de retrouver tous ces amis presque dans cette BD, quoi. Les albums de Guy Delisle, et notamment Chronique Birman, parce que je trouve que pour moi c'est un de ses meilleurs, et en tout cas qui est un album, j'ai remarqué à chaque fois que je le donne, ça permet aux gens qui sont sceptiques par rapport à la bande dessinée de rentrer dedans. Du coup à chaque fois je me dis allez, découvre Chronique Birman, c'est de la bande dessinée, mais en même temps ça parle tellement d'autres choses, ça parle de la vie, ça parle d'un pays, ça parle c'est très très fort, et puis c'est un auteur que j'adore. Il y a un dessin qui est très simple, donc les gens peuvent facilement rentrer dedans, et du coup vraiment si les gens n'y connaissent pas du tout, je trouve que c'est un bon moyen de faire son premier pas dans la bande dessinée à titre personnel, quoi. Et sinon pour les enfants, à chaque fois moi je leur mets les Schtroumpfs dans les mains, parce que je trouve que c'est une BD pareil qui déjà qui est très drôle, en fait, malgré les connotations qu'on peut leur donner par rapport au sexisme, de la Schtroumpfesse et tout ça. Je trouve c'est un bel exemple de la société humaine, en fait, et de tous ses défauts, justement, et de montrer et Peyo il a vachement bien réussi à vulgariser les défauts de la société avec les Schtroumpfs, et à rigoler avec ça, quoi, et en faire par exemple, moi je me rappelle pendant les élections, là je relisais le Schtroumpfissime, mais il y a tellement d'échos à faire entre les deux que je trouve que il a visé très juste, et que c'est vachement bien pour les enfants justement de découvrir un petit peu notre monde, mais par le biais de ces petites créatures bleues très drôles, quoi.